Londonistan et Oussama Ben London. On entend ça beaucoup. Pas Oussama Ben Laden, mais Oussama Ben London. En fait, je suis d'accord. Londres est devenue le Londonistan. Elle est devenue la capitale mondiale des mouvements islamistes. L'homme qui parle, c'est le Syrien Omar Bakri, le leader charismatique des Mouadjiroun qui avait organisé la conférence du 11 septembre. Il est apparu sur le devant de la scène dans les années 90. Réfugié politique, tout comme le discret jordanien Abou Qoutada. Il bénéficie de l'hospitalité anglaise. Autre calife du Londonistan, le célèbre manchot-borgne Abou Hamza, ancien d'Afghanistan. Très rapidement, Abou Hamza s'impose et prend le contrôle de Finsbury Park, la mosquée du nord de Londres. C'est en 1996. L'endroit devient alors l'épicentre du Londonistan. Abou Hamza est un fanatique, il prêche la haine. La preuve sur ce document amateur. Most of them are spies and things like that. Even if they don't do anything, if Muslims cannot take them to and sell them in the market, then you just kill them. Il se passait de drôles de choses à l'intérieur de Finsbury Park. En 1999, un journaliste de Channel 4 s'y était introduit avec une caméra cachée. Les gens venaient à la mosquée y chercher le gîte et le couvert, nourris sommairement de nourriture terrestre et abondamment de propagande sur les Moudjahidines et la guerre sainte. On découvre aussi des trafics en tout genre, cartes de crédit, faux papiers. C'est combien la carte d'identité française? 5 à 10 livres, répond l'homme. Recrutement pour le djihad, revendication d'attentats, collecte de fonds, tout ça se passait dans le repère d'Abou Hamza. Finsbury Park, il connaît bien. Reda Hassen est journaliste d'investigation ayant fui l'Algérie sous la menace du GIA. Il a infiltré le lieu de culte pour le compte des services de renseignement occidentaux, des services avertis mais impuissants. Ils en ont fiché des centaines de personnes, ils en ont suivi des centaines de personnes, mais ils ne pouvaient pas les approcher tant qu'ils n'ont pas commis le crime sur le sol britannique. Et c'était là où se trouvait le dilemme de ce problème. Bien qu'il sachait que cette personne-là a tué ailleurs, il a fait des hold-up, il a assassiné, il a fait des massacres, mais c'est pas en Angleterre. Et comme l'Angleterre n'est pas signataire de traités d'extradition avec l'Algérie d'abord, et avec d'autres pays comme l'Égypte ou autres pays, donc il ne pouvait absolument rien faire. Arrive le 11 septembre. Dans le monde occidental, la Grande-Bretagne est montrée du doigt pour sa politique pour le moins ambiguë à l'égard de l'intégrisme musulman. Lorsque le 11 septembre est arrivé et que le président Bush a dit qu'il allait bombarder et attaquer tous les pays qui abritent des terroristes, alors je me suis dit que Londres allait devenir la cible numéro 1 parce que les terroristes sont ici à Londres. Nous élevons des terroristes ici même aux portes de l'Europe. Ce sont de jeunes gens vraiment très intelligents avec un très bon niveau d'études provenant de classes moyennes et par conséquent, ils sont extrêmement dangereux. Il apparaît très vite que 11 des 19 pirates de l'air sont passés à un moment ou à un autre par la capitale anglaise. Le 20e kamikaze présumé, Zacharias Moussaoui, y a vécu et étudié. On sait qu'il fréquentait Finsbury Park, tout comme Richard Reed, l'homme au basket piégé du vol Paris-Miami, pour n'en citer que quelques-uns. Sous la pression des Américains, 3 mois après les événements, le Parlement adopte le Terrorist Act. Cette loi permet l'arrestation en urgence de toute personne ayant un lien avec un groupe terroriste. Reste qu'il est toujours extrêmement difficile de les condamner. Cette loi a rendu la vie impossible à ceux qui sont responsables des poursuites judiciaires. D'ailleurs, ils n'ont même plus la volonté d'engager des poursuites contre quiconque, parce qu'ils savent bien que le nombre de preuves à rassembler est tel que personne ne sera jamais jugé, à moins qu'on l'attrape avec une bombe entre les mains. Les Anglais vont quand même se résoudre à emprisonner Abou Qoutada, soupçonné par les Américains d'être l'ambassadeur de Ben Laden en Europe. Ces prêches enflammés ont été retrouvés dans plusieurs cellules terroristes, comme celle de Mohamed Atta à Hambourg. Une chose est sûre, la pression monte pour les leaders du Londonistan.
Omar Bakri est en liberté, mais une liberté très surveillée. Voici l'école de l'enseignement de la charia et des fondements de la religion à Londres. Hier, comme vous le savez, ils ont fermé un de nos bureaux. C'est une nouvelle politique qu'ils ont adoptée. Nous nous y habituons. La première fois qu'on a fermé des bureaux, c'était en 1987. Ensuite, en 89, puis en 90. Nous en souffrons beaucoup. De toute façon, je suis quelqu'un de persécuté en Grande-Bretagne. Domicile et locaux régulièrement perquisitionnés, il vit aujourd'hui à l'hôtel, mais reste déterminé. Je ne rentre pas chez moi, je ne dors pas chez moi, je ne vais tout simplement plus chez moi. Je me déplace d'un point à l'autre du Royaume-Uni jusqu'à ce qu'ils se décident finalement à m'arrêter, ou alors ils laissent tomber l'affaire. En attendant, je continue à faire ce que je peux faire pour porter le message, tout cela dans la limite de la loi. J'aime bien la ligne rouge parce qu'elle est bien rouge. Les autres, elles se ressemblent toutes. Celle-là, elle est unique. Je me balade sur cette ligne. Un jour, je vais peut-être faire une erreur et tomber. Mais en attendant, je fais attention à ce que je fais. Le 5 janvier dernier, la police britannique découvre dans cet appartement du nord de Londres un laboratoire qui fabrique de la ricine. Une arme biologique potentiellement redoutable entre les mains de terroristes. Quelques semaines plus tard, Scotland Yard s'attaque à la mosquée de Finsbury Park. Tout un symbole. L'étau se resserre aussi autour d'Abu Hamza. Interdit de prêche à la mosquée, qu'à cela ne tienne, c'est dans la rue qu'il rassemble ses fidèles tous les vendredis. Le FBI le réclame, mais Abu Hamza l'Égyptien est devenu citoyen britannique. Il est difficilement extradable. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur envisage de le déchoir de sa nationalité. Il faut que je sois patient. Je ne veux pas rentrer dans ce chantage. Il faut que je continue de faire ce que je veux faire. Ils veulent me faire pleurer, mais je préfère pleurer sur le sort des musulmans que sur le mien et leurs principes. Peur sur la ville. Depuis le 11 septembre et la déclaration de guerre contre le terrorisme, la Grande-Bretagne est à un niveau d'alerte élevé. Depuis 18 mois, la police et les services de sécurité auraient évité plusieurs attentats potentiels. Alors on se prépare. Simulation d'une attaque chimique grandeur nature à la City pour entraîner les services de secours. Le territoire britannique n'est plus un sanctuaire, mais la réaction des autorités face aux islamistes radicaux apparaît bien tardive. Cette année, on a vraiment affaibli un certain nombre d'extrémistes islamistes. Mais du coup, ça veut dire que le travail des services de renseignement est rendu plus difficile. Parce que ces personnes qui agissaient autrefois en toute impunité en Grande-Bretagne, même si elles enfreignaient la loi, ont disparu de la scène. Et il y a tous ceux qui ont gardé un profil bas. Il est donc devenu beaucoup plus compliqué pour les autorités de faire un travail de surveillance. Avant, les islamistes agissaient ouvertement, mais maintenant, ça se passe de plus en plus de manière clandestine. Cela fait des années que l'intégrisme est en marche au Royaume-Uni. Des années que des appels au djihad ont pu se propager librement. Aujourd'hui, outre-Manche, on se demande si le ver n'est pas dans le fruit. Certains jeunes n'hésitent plus à passer à l'acte. Omar avait 27 ans, Asif 21. Ils avaient un passeport britannique mais se déclaraient avant tout musulmans. Ils ont voulu mourir en martyrs pour leurs frères. L'attentat a eu lieu en Israël le 30 avril dernier. Il a fait 4 morts et 35 blessés. Jean-Louis Bruguière est le plus connu des juges antiterroristes. Il aimerait que les pays occidentaux coopèrent davantage dans la lutte contre les islamistes radicaux. Quand on voit l'exemple anglais, c'est vrai, ils ont peut-être fait des efforts, peut-être y a-t-il eu une prise de conscience, mais enfin quand même, on entend encore aujourd'hui, 2 ans après le 11 septembre, des islamistes radicaux faire l'apologie du 11 septembre. Alors, comment c'est possible ? Je vous dirais qu'en France, ça ne le serait pas. Voilà. Bon, et je pense que ces mêmes personnages, ils étaient à Paris, s'abstiendraient de le faire. Bon.
Pourquoi? Parce qu'il y a une différence d'approche et une différence de législation. C'est-à-dire, ce type de comportement, qui peut nous choquer légitimement, n'est pas punissable en Angleterre et il n'y a pas de possibilité de poursuite. Oui, mais ça veut dire qu'ils sont un peu inconscients, les Britanniques, très honnêtement, parce que permettre à des gens comme ça de s'exprimer de cette manière, c'est criminel, quasiment. Je ne suis pas naïf, on ne va pas changer les législations. C'est au cœur des souverainetés. Donc les Britanniques ne vont pas changer leur système, nous ne changerons pas le nôtre. Mais de grâce, essayons de trouver des dispositifs, je veux dire d'interface, qui puissent nous permettre d'avoir une meilleure réaction. Je veux dire, les islamistes, ils n'ont pas de problème. Ils traversent la Manche, ils ont des faux papiers, ça se fait en temps réel. Bon, il faut que, en temps réel, nous aussi, nous ayons, disons, un système de lutte. Je veux dire, c'est quand même, on est dans un processus de type, entre guillemets, militaire. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas suffisamment le cas.